par... Hubert Reeves. Hubert Reeves. Non, pas par Hubert Reeves, bon. Par Théodore Monod. Puis ensuite, en effet, puisqu'on parlait, vous êtes physicien, Hubert Reeves a présidé cette association pendant un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, notre président est Bernard Chevassus-Louis, qui est ancien président du Muséum d'histoire naturelle et notamment aussi chercheur, qui a été chercheur et directeur de recherche à l'INRA. Ça, c'était pour vous planter un peu le décor. La première remarque que j'avais envie de faire, c'est que je suis assez... ça me réjouit qu'on parle d'écologie, qu'on parle de climat, qu'on parle de biodiversité, que vous nous ayez invités à cette occasion. Ça me réjouit que l'ensemble des partis politiques se saisissent de la question avec plus ou moins d'habilité, plus ou moins de conviction. Donc à ce titre-là, je vous remercie pour l'organisation de cette soirée et de permettre aussi de partager ces enjeux qui sont importants, même si, d'une manière générale, on entend assez peu parler de ces enjeux au regard d'autres enjeux plus immédiats et plus économiques, comme aujourd'hui le problème du chômage, le problème de précarité que connaissent de plus en plus de nombre de nos concitoyens. Et pourtant, la question est liée. Pourtant, la question est directement liée parce que, et avant de vous parler plus avant de biodiversité, puis vous interroger sur... en ciblant bien, en tant que député, en tant qu'élu, à quoi vous vous engagez sur ces questions, donc en termes sur vos compétences. Je vous disais, les questions sont liées parce que dans le domaine de la précarité, on peut noter qu'aujourd'hui, la question énergétique est une nouvelle précarité. On parle de précarité énergétique. Il y a un certain nombre de ménages aujourd'hui en France qui doivent faire le choix entre se chauffer ou se nourrir. La question de l'alimentation. Aujourd'hui encore, on parlait des maladies, on fait le lien, puisque tout est lié, et c'est aussi toute la difficulté, c'est peut-être pour ça que les politiques ont du mal à aborder la question de l'écologie, c'est que c'est une question complexe, et il s'agit d'accepter la complexité et que tout est lié. Donc je vous disais, l'alimentation, c'est encore une fois les ménages les plus défavorisés qui se nourrissent le plus mal et qui vont développer le plus de maladies. La question de l'emploi est sans rentrer dans le détail, mais j'espère vous entendre là-dessus. Aujourd'hui, il est une évidence, c'est qu'on a un système, et au-delà du système capitaliste, c'est le système productiviste qui est arrivé à ses fins. C'est le système productiviste qui fait qu'en 50 ans, on a réussi à détruire 60% de nos écosystèmes. 60% de nos écosystèmes qui, aujourd'hui, rendent 2 fois plus de services et de biens que l'activité humaine, et qui généralement rendent ces services et ces biens gratuitement. La qualité de l'eau, une zone humide, aujourd'hui, permet une auto-épuration de l'eau naturelle. Une zone humide à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, c'est un système gratuit d'épuration de l'eau, et notamment sur le plus gros bassin d'alimentation d'eau potable de l'agglomération de Nantes. Donc, c'est ce productivisme, et je trouve que c'est aussi important d'en parler, et le fait de vouloir produire en masse, ça nous interroge, et dans le domaine, et les questions liées à la préservation de la biodiversité, dans le domaine alimentaire, c'est toute notre production et la politique agricole commune et la production agricole telle qu'on la connaît en France, où on sait toujours produire plus. Dans le domaine énergétique, forcément, moi je ne partage pas l'idée que le tout nucléaire soit une solution. Ça n'est pas une solution, et notamment d'un point de vue démocratique, ce n'est pas une solution seulement en termes de lutte contre le CO2, puisque les énergies renouvelables aujourd'hui offrent autant d'avantages en matière de lutte contre le dérèglement climatique, et en plus elles offrent cet avantage aussi de s'inscrire dans une démarche territoriale et dans une démarche davantage démocratique, où enfin ça n'est plus un monopole qui produit l'énergie et qui la distribue, mais il y a cette capacité aussi à l'échelle des territoires avec les mix énergétiques de pouvoir se saisir de cette question. Donc, je voulais insister donc sur ces points et rebondir sur vos propos qui m'ont beaucoup touché, et en effet vous avez mis le doigt aussi sur un élément très très important qui est la question du commun. Quand on se pose la question de la préservation du vivant, c'est la préservation des communs qui normalement donc, sont inappropriables et dont les services qu'ils nous rendent doivent pouvoir se partager et profiter à tous.
Peut-être que j'irai plus loin et sur ces questions de biodiversité, ça touche beaucoup d'enjeux. Moi, je vous le disais, l'association que je dirige s'appelle Humanité et Biodiversité, et c'est pas un hasard, elle s'appelle pas Biodiversité et Humanité. On a mis l'humanité en premier dans le titre le nom de cette association, parce que, et comme vous l'avez évoqué, c'est d'une part l'humain fait partie de la biodiversité, et qu'aujourd'hui, la perte de la biodiversité qui est la pire qu'on ait connue. Il y a toujours eu des espèces qui ont disparu, hein. La question n'est pas celle-ci. Le problème qui se passe aujourd'hui, c'est l'accélération de la perte de la biodiversité. Et on parle, cette accélération, et le nombre d'espèces qu'on perd chaque année, on parle de 6e extinction, étant entendu que la dernière grande extinction, c'était les dinosaures. Donc vous imaginez bien, quand on vous parle de perte de la biodiversité et de l'importance de préserver la nature, ce serait idiot d'imaginer qu'en fait vous avez de gentils écologistes qui veulent protéger les fleurs, les singes, les abeilles, et puis que dans tout ça, l'humain s'en sortira une fois que le vivant n'y sera plus. Donc c'est vraiment cet enjeu, en effet, cet enjeu humain que ça porte, et parce que nous faisons partie intégrante de la biodiversité. Alors aujourd'hui, en tant que parlementaire, parce que je suis là pour, on m'a dit, je suis là pour vous présenter ce qu'on fait, mais je suis surtout aussi là pour vous interpeller. En tant que parlementaire, moi il me semble qu'il y a un levier, et un levier important, il y en a plusieurs, mais on a voté une loi pour la biodiversité, donc ça, les grands travaux aujourd'hui, c'est la mise en œuvre des décrets, donc ça va se passer davantage au niveau du gouvernement. Mais en tant que député, notamment, vous avez un pouvoir sur le budget. Et la question de la fiscalité écologique, alors je vais le dire autrement, parce qu'on nous dit souvent quand on parle de fiscalité écologique, ah, des taxes, vous voulez encore taxer. Non, je vais prendre les choses dans le sens inverse. Comment faire des économies ? Comment faire des économies qui aujourd'hui profitent à la biodiversité et préservent la biodiversité ? Il y a un rapport qui a été fait il y a quelques années et qui a listé l'ensemble des financements publics néfastes à la biodiversité. L'ensemble de ces niches fiscales devant lesquelles, moi on m'a souvent dit quand j'ai fait des plaidoyers au sein de l'Assemblée ou du Sénat pour justement supprimer des niches fiscales, que le problème d'une niche fiscale, c'est que très souvent il y a un gros chien devant. Donc on a des difficultés à y toucher. Mais on parlait de pollution de l'air. Pourquoi aujourd'hui le diesel n'est-il pas taxé au même niveau que l'essence ? On parle d'alimentation, du bio. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas un système où finalement l'agriculture productiviste, l'agriculture intensive bénéficie-t-elle, dans beaucoup de circonstances, de plus d'aide que l'agriculture biologique ? Pourquoi dans le domaine de la pêche, on est encore et on se dit comment réussir à favoriser les petits pêcheurs plutôt que les gros navires ? Là aussi, on a, et c'est encore une fois, c'est une niche fiscale et une exemption de taxes sur le carburant. Donc plus c'est gros, plus vous pouvez aller loin, plus vous pouvez pêcher profond, et puis au final, c'est finalement le système intensif dans tous les domaines, le système productiviste qui est le plus favorisé et qui se fait au détriment de la biodiversité. Je laisserai mes collègues associatifs développer les autres points. Donc moi j'aimerais savoir dans quelle mesure vous êtes prêts à vous engager sur ces questions liées à la suppression d'un certain nombre de niches fiscales, et en contrepartie, puisque l'idée est de faire des économies et de faire des économies à l'État qui participeront à la préservation de la biodiversité, dans quelle mesure vous vous engagez également à garantir les budgets, parce que vous avez parlé d'investissement, et c'est vrai, il y a besoin d'investissement, et notamment sur le commun, et dans le domaine de la protection de la nature et de la biodiversité, on a besoin de moyens. Et systématiquement, quand il s'agit de faire des ponctions, et ça a encore été le cas l'année dernière, où Bercy a encore ponctionné une grosse partie du fonds de roulement de l'ONEMA, pour le réaffecter. À chaque fois qu'il s'agit en fait d'aller chercher sur les budgets, c'est généralement, malheureusement, sur les budgets environnement qu'on vient prendre ces fonds. Donc, dans quelle mesure vous pouvez vous engager, à quelle hauteur, sur la recherche, sur le financement de l'Agence française pour la biodiversité, et pour aussi
accompagner dans le cadre des contrats de plan État-région, puisque les régions ont récupéré énormément de compétences dans le domaine de l'environnement. Vous assurez que dans les prochains budgets, s'il doit y avoir un partenariat et des priorités, la place de l'environnement, de la lutte contre le dérèglement climatique et de tous les éléments naturels trouve réellement sa place, parce que sans ça, en vérité, on va continuer à avancer avec de la bonne volonté, mais avec encore énormément de difficultés, et le pas de temps et l'urgence entre nous sur les questions liées au vivant, elle est aussi immédiate. Et puis, juste un mot, et je finirai là-dessus, j'adorerais le développer, mais le véritable, en tout cas moi, le mot qui me relie, vous l'avez dit en filigrane, mais la question aujourd'hui du vivant, c'est aussi la question de la biodiversité, surtout une question de solidarité, et comment on réinstaure de la solidarité sur notre territoire à l'échelle locale et à l'échelle globale. Vice-président d'une association qui s'appelle Sauvons le climat. Je crois que c'est pas la peine de décrire quel est l'objet de notre association, c'est assez clair. Et donc on m'a donné... alors, je suis un ancien prof de physique d'université, donc on aurait pu être collègues si j'étais pas retraité. Donc voilà. Je ne vais évidemment pas tenir un discours de physicien, mais on m'a donné 5 minutes pour présenter mon projet. Et plutôt que de parler sans papier, j'ai écrit pour pouvoir essayer d'être à la fois concis et de ne pas oublier grand-chose. Voilà. Donc j'ai un papier, je vais vous le lire. Voilà un peu l'idée. Alors, 280 parties par million, c'est la quantité de CO2 qu'il y avait avant l'ère industrielle. Nous en sommes maintenant à 400. Ça va oui, vous entendez mieux. Nous en sommes maintenant à 400, et c'est donc le CO2 contenu dans l'atmosphère. Et tout le monde sait que le CO2 est le principal gaz à effet de serre qui entraîne le changement climatique. Il y a d'autres gaz à effet de serre, comme l'eau par exemple, qui n'entraînent pas de changement climatique. Celui-ci, c'est le principal. Donc c'est évidemment, dans les priorités, il faut évidemment s'intéresser à ce qui est le principal. Donc je vais me contenter de parler de cela. On sait très bien que les changements climatiques peuvent être catastrophiques pour notre environnement, même pour la biodiversité. Ça peut avoir des conséquences. C'est pas chiffré, je crois pas, à ma connaissance, mais il est clair qu'une augmentation de température va entraîner des difficultés à certaines espèces, en particulier végétales, mais pas seulement. Ou au contraire, un développement, on voit le moustique tigre qui arrive par exemple plus haut dans les latitudes, donc c'est quand même... Donc ça va entraîner des modifications sur les cultures, bien évidemment, sur la fréquence des cyclones, bien évidemment, sur la biodiversité, je viens d'en dire un mot. Et il faut rappeler quand même que quand la température était inférieure de 5 degrés, l'ensemble de l'Europe était sous les glaces. Imaginez ce que peut être 5 degrés de plus, je ne peux pas le décrire, mais ça peut être catastrophique. Le niveau des mers, à cette époque-là, était de 100 mètres inférieur à ce qu'il est actuellement. Imaginez aussi ce qui se passerait si le niveau des mers était de 100 mètres supérieur à ce qu'il est actuellement. La France serait beaucoup plus petite. Je ne parle pas du Pakistan, qui lui sera amputé d'une façon extrêmement importante. Donc, il est tout à fait clair que le changement climatique est un élément extrêmement important. Alors, quelles sont les actions humaines responsables des émissions de CO2 dans l'atmosphère? Je pense que tout le monde le sait. Le CO2 rejeté dans l'atmosphère quand on brûle des énergies fossiles, comme le gaz, le charbon ou le pétrole. Donc, c'est là-dessus qu'il faut axer son action pour être le plus efficace. Alors, où est-ce qu'on brûle du CO2? Dans l'industrie, principalement, quand on produit de l'électricité, qui est au niveau mondial la
principales sources de production électrique dans le monde, pas en France mais dans le monde, et c'est comme par exemple, prenez l'Allemagne qui brûle non seulement du charbon, mais pire de la lignite, du lignite, oui c'est du lignite je crois qu'on dit, donc qui est encore pire que le charbon, le pire qui rejette le plus de CO2 par kilowattheure produit. On a aussi évidemment les transports, transports individuels ou transports de marchandises. Alors quand on parle de 40% de responsabilité dans les transports, c'est pas seulement les marchandises, c'est aussi les déplacements individuels. Je crois qu'il faut quand même rappeler cette chose-là qui était quand même extrêmement importante. Bien évidemment, les transports et les déplacements, mis à part le ferroviaire, quand il est électrifié comme dans notre pays, principalement, enfin, bon, pas toujours, mais quand même pas mal, eh bien, c'est le gasoil et l'essence qui est utilisé, c'est-à-dire issu du pétrole. Il y a aussi le chauffage des locaux d'habitation ou de travail, par exemple, ou les écoles, enfin tous les lieux de vie, qui sont principalement faits par du gaz ou du fioul en France. Enfin, il n'y a plus guère de charbon pour chauffer les maisons quand même. Un peu de bois quand même. C'est vrai que moi je me chauffe au bois, mais enfin, je suis dans une région, la Bourgogne, qui a beaucoup de bois, et donc j'ai en plus du temps pour mettre mon bois dans mon poêle. Voilà. Alors, qu'en est-il en France? Eh bien, comme chacun sait, l'électricité est en France produite à 95% sans émission de CO2, grâce d'une part au nucléaire et d'autre part à l'hydraulique. Alors, on peut rajouter quelques petits pourcents d'éolien ou de solaire. Les efforts à faire sont donc à réaliser dans les autres secteurs que dans la production d'électricité. Les déplacements et le chauffage des locaux principalement. Il est donc totalement contre-productif de diminuer la production nucléaire ou de fermer Fessenheim. Je pense qu'on va avoir un débat sur ce sujet, me semble-t-il. Car les conséquences immédiates seraient une augmentation des émissions de CO2 et également une augmentation des prix du kilowattheure. Et accroîtrait également le déficit commercial de notre pays. En effet, nous importons par an de l'ordre de 500 millions d'uranium pour produire notre électricité. 500 millions, c'est pas rien. Mais ce qu'il faut dire en contrepartie, c'est qu'on exporte pour 2 à 3 milliards d'électricité aux pays voisins. Donc, il y a on produit, donc on participe au non-déficit du commerce commercial, à ne pas développer le déficit commercial. Voilà, je vais y arriver. Une autre question est, doit-on développer les énergies renouvelables? Question intéressante. On a déjà dit quelques mots. Eh bien, notre réponse doit être donnée en fonction des objectifs que l'on se donne, bien évidemment, comme toujours. La réponse est oui, si elle contribue à diminuer les émissions de CO2. Par exemple, développer les renouvelables qui produisent de la chaleur et qui se substituent à une production de chaleur carbonée, c'est quelque chose à faire. Un autre exemple, peut-être moins connu celui-là, et pourtant il serait efficace, c'est les pompes à chaleur. Celles-ci fonctionnent pourtant avec de l'électricité. Bon, très bien. Prenons une pompe à chaleur consommant 1 kWh et qui a un COP. Le COP, ça veut dire coefficient de performance de 4. Eh bien, en consommant 1 kWh, il produit 4 kWh de chaleur. C'est-à-dire qu'il y a en fait 3 kWh qui viennent de l'extérieur. Et comme il n'y a pas de miracle, et ces 3 kWh viennent de quelque part. Eh bien, il vient de l'extérieur, de l'air quand c'est une pompe à air, ou du sol quand c'est une pompe qui va chercher la chaleur dans le sol. Et donc, c'est de l'énergie renouvelable pour ces 3 kWh. Donc, développer les pompes à chaleur, c'est développer les renouvelables. Donc, voilà quelques exemples que je voulais. Si on remplace les chaudières au fioul ou au gaz par des pompes à chaleur, on diminue évidemment les émissions de CO2.
Donc c'est tout bénéfice pour le climat, donc pour la planète et pour les hommes qui vivent dessus. Le développement des énergies renouvelables et électriques, comme le photovoltaïque et l'éolien, est bien plus critiquable en France. Je ne m'y oppose pas totalement, mais je ne trouve pas que c'est un élément extrêmement important. Car quand il est produit, quand ils produisent de l'électricité, il se substitue déjà en France à de l'électricité qui est produite sans émission de CO2. Et ça pour beaucoup plus cher. C'est ça qu'il faut bien prendre en compte. Le EDF est obligé de vendre son énergie nucléaire à 42 € le mégawattheure et obligé d'acheter à plus de 80 € l'électricité produite par l'éolien. Et même encore plus cher pour ce qui est du solaire. On est entre 110 et 190 €, mais c'est en train de changer actuellement, donc je n'ai pas les derniers chiffres. D'autre part, développer le solaire, c'est développer une industrie qui est faite à l'étranger. Danoise, allemande, espagnole pour l'éolien ou chinoise pour le solaire. Et ça se fait au détriment d'une industrie qui est française et qui s'appelle le nucléaire. Notons également que ce système de rachat imposé à EDF est également injuste, en particulier pour le solaire. Pourquoi? Parce que le kilowattheure produit par les particuliers est vendu à un prix supérieur à celui que tout le monde consomme. C'est-à-dire que ce système entraîne une rente pour ceux qui sont les plus riches, c'est-à-dire qui ont un toit, qui peuvent mettre des panneaux photovoltaïques, qui est bien sûr, cette rente est payée par l'ensemble des Français. Donc je ne suis pas d'accord avec ce système. L'association Sauvons le Climat recommande donc de développer 1. Les économies d'énergie, les isolations, comme vous en avez déjà parlé, les énergies renouvelables, mais en particulier les thermiques, et toute la production d'électricité décarbonée, à condition qu'elle le soit à un prix raisonnable. En un mot, nous recommandons que tout ce qui contribue à la diminution des émissions de CO2 dans l'atmosphère, mais également tout ce qui diminue la facture énergétique de la France et des Français. Cela donnera des marges pour faire, par exemple, de l'isolation des maisons ou le développement de la voiture électrique. Je vous remercie pour votre attention et je suis bien évidemment disponible pour répondre à vos questions. À toutes et tous, merci d'abord pour l'organisation et l'invitation à ce débat qui m'a vraiment beaucoup intéressé. D'autant plus que, je le précise, je ne suis pas encarté. Ceci dit, si je suis là, ce n'est pas un hasard. Donc, je représente un peu ce soir une association, une petite association française qui s'appelle les Amis de la Confédération Paysanne. On est à peu près 1 millier de citoyens en France qui ne sont pas paysans, mais qui essayons d'être solidaires de ce syndicat qui est en grande difficulté, puisque, comme vous savez, chaque année disparaissent en France 20 000 paysans, et ce n'est pas les plus gros. Et donc ça devient vraiment dramatique, et c'est dans ce secteur, comme vous le savez sans doute aussi, qu'il y a le plus de difficultés sociales et le plus de suicides. Donc nous soutenons pas seulement la Confédération Paysanne en tant que syndicat, qui lui-même a à peu près 20 000 membres, mais surtout une autre agriculture, une agriculture paysanne, à la fois paysanne et écologique. On tente de soutenir cela. Ce syndicat et nous-mêmes sont membres d'une organisation internationale qui s'appelle Via Campesina et qui est constituée, dont les membres sont à peu près 200 millions de paysans. Avec eux, nous organisons de nombreuses rencontres, et notamment sur le thème de la souveraineté alimentaire. Alors pour nous, ce n'est pas un mot. C'est lié directement à la démocratie alimentaire. Aujourd'hui, surtout dans les pays soi-disant riches, soi-disant développés, soi-disant civilisés, du soi-disant Nord, et où il y a énormément de besoins de réflexion, je suis d'accord, pour prendre le temps d'approfondir les choses, mais il faut quand même aller assez vite, parce que je suis d'accord avec les autres intervenants, que nous avons quelques années pour réagir vraiment vigoureusement.
cette souveraineté alimentaire, l'extrême droite en parle aussi. Donc la différence avec notre démarche, et ici ce soir, c'est la question de démocratie alimentaire. Aujourd'hui, nous, les citoyens, on n'a absolument rien à dire sur notre alimentation. C'est l'industrie, enfin les patrons de l'industrie agroalimentaire, notamment européenne et des États-Unis, qui décident absolument tout et qui nous forcent à aller, depuis une trentaine d'années, comme des moutons tous les samedis, à pousser nos caddies sans se poser de questions, et même en rigolant, en achetant les produits le moins chers possible, sans se rendre compte qu'on est en train d'exploiter nos propres frères et sœurs, travailleuses et travailleurs. Donc c'est vraiment un cercle infernal dans lequel nous a enfermé le système capitaliste, et il n'a pas fini d'inventer des choses comme ça. Donc nous nous battons à travers tout cela pour une alimentation saine pour toutes et tous, dont la production respecterait ou respecte déjà en partie les hommes et la nature. Et en particulier les femmes et les hommes qui sont les plus démunis dans nos sociétés et à qui on distribue quasi gratuitement les rebuts de la fameuse grande distribution qui défiscalise d'ailleurs ces rebuts. Je parle des banques alimentaires, des soupes populaires pour les pauvres, patati patata. Je suis de Saint-Denis, j'en profite pour vous le dire. Donc en ce qui nous concerne, nous sommes vraiment, on se sent au cœur de la transition écologique et sociale. Je suis bien d'accord qu'on ne peut pas séparer les choses. Voilà. Donc face à nous, qu'est-ce qu'on a? Je viens de le dire, c'est vraiment le capitalisme, oui, le grand patron de l'agroalimentaire, mais aussi de l'agriculture. Il faut le dire. Il y a plusieurs syndicats dans ce pays, et il y a des syndicats qui défendent le productivisme, etc. On n'est pas là pour accuser les paysans, c'est pour ça qu'on aime bien, nous, les amis de la Confédération paysanne, on aime bien ce syndicat, parce que c'est une démarche. À la Confédération paysanne, il y a à peu près 75% de paysans qui sont en bio, les autres ne le sont pas, mais ils s'appuient mutuellement pour essayer d'aller toujours un petit peu plus loin, parce que c'est pas simple. Surtout quand vous avez les banques aux fesses. Donc on essaie de réfléchir, et c'est pas simple, on essaie de réfléchir en tant que citoyennes et citoyens. Parce que depuis une trentaine d'années, nous ne sommes plus citoyens. Nous sommes des consommatrices et des consommateurs. Ça, c'est nouveau aussi. Avant, on avait un revenu. Maintenant, on a un pouvoir d'achat. On est bon qu'à acheter. Donc il faut réfléchir là-dessus, et on y a réfléchi justement il y a 15 jours à la grande rencontre qu'il y a eu à Europa City, je sais que vous êtes sans doute au courant, au nord de Paris, où Auchan et ses sbires et le capital international veulent absolument implanter sur à peu près 350 hectares un nouveau centre commercial qu'ils appellent centre culturel, où il y aura y compris une piste de ski. Donc on se base sur tous ces plans-là, et bien sûr avec beaucoup d'entre vous. Pour se battre, on essaie de réfléchir avec les paysans qui en ont marre d'être seuls. Parce qu'on a affaire aussi au corporatisme, les ouvriers qui méprisent les technos, les paysans qui vont mépriser les fonctionnaires, enfin... ça c'est le système aussi qui nous enferme dans des divisions qu'il faut absolument qu'on dépasse tous ensemble. Il faut se rencontrer et construire un autre monde, mais ensemble, au-delà des corporatismes. Et ce qui nous a plu, je ne vais pas en avoir pour longtemps, ce qui nous a plu, c'est que ce syndicat, il y a à peu près 3 mois, nous a demandé d'écrire dans son propre journal, qui s'appelle Campagne Solidaire, un dossier en tant que citoyen sur l'agriculture et sur l'alimentation. Qu'est-ce que nous pensions de la question politique agricole, notamment de la politique agricole commune européenne, et de notre propre alimentation. Donc sur 12 pages, dans le journal d'un syndicat, les citoyens et citoyennes, à peu près une trentaine de personnes, ont pu s'exprimer pour débattre. C'est toujours pour débattre et avancer, mais avancer surtout des choses, disons, concrètes. Donc depuis, on a lancé avec la Confédération paysanne et une trentaine d'autres organisations une campagne agriculture et alimentation pour la démocratisation
à la fois de l'agriculture et de l'alimentation, avec une trentaine d'organisations, comme j'ai dit. Et maintenant, la deuxième étape, ça va être essayer d'élargir ce combat pour la démocratie, en particulier dans ce domaine, l'agriculture et l'alimentation. Donc, pour élargir ce combat le plus largement possible, puisque, comme on le sait tous, sans mouvement social, il n'y a pas de mouvement. Voilà, on en est là aujourd'hui. Mais on avance aussi avec d'autres organisations à exiger déjà certaines choses, parce qu'on n'a pas le temps. Je suis d'accord qu'il faut voir sur le long terme, mais il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui et qu'on doit faire, selon nous. C'est débattre, mais c'est exiger aussi que les citoyens et citoyennes participent à toutes les instances agricoles qui existent, c'est-à-dire les chambres d'agriculture, le Centre national de l'alimentation, enfin il y en a une quarantaine comme ça, où on n'est pas du tout présent, nous les citoyens. Alors il serait peut-être temps d'exiger d'être dans les décisions. On se bat aussi, c'est une exigence aussi, et je rappelle, ça a déjà été dit, pour la relocalisation des productions. Alors nous, là je parle dans le secteur alimentaire, puisque depuis là aussi une trentaine d'années, chaque région a sa production, enfin ça devient complètement aberrant au niveau des productions et au niveau des transports. Donc on peut relocaliser en grande partie la question d'alimentation, mais pas seulement l'alimentation, je suis d'accord aussi sur les énergies. Les énergies renouvelables sont beaucoup plus relocalisables que d'autres, par exemple, mais aussi le bâtiment. Et puis plein d'autres choses. Enfin, c'est à nous de reprendre notre destin en main, d'en discuter et d'avancer. Pour finir, on s'adresse aussi de plus en plus aux municipalités, mais aussi aux députés, aux élus des cantons, etc., pour essayer qu'il y ait dans toutes les cantines scolaires, tout d'abord, dans toute la restauration collective, 100% de produits sains, bio et de proximité. On peut y arriver. Il y a des villes qui arrivent déjà. Il y a d'autres villes qui ont des difficultés parce que c'est pas simple non plus de le faire. Mais s'il y a une véritable volonté politique, on peut y arriver. Et pour appuyer cette politique, nous préconisons, j'en termine par là, c'est petit ce que je dis, c'est sur le terrain, mais nous préconisons la mise en place de commissions municipales à la fois agricoles et alimentaires pour débattre de ces questions-là et pour faire avancer le plus rapidement possible cette transition écologique à ce niveau-là, mais aussi pour débattre d'autres choses. Parce que c'est pas parce que nous sommes de simples travailleurs que nous ne sommes pas intelligents. Je vous remercie de votre attention. Et puis de toute façon, Pierre aussi répondra à tout, mais je vais prendre certains aspects qui, moi, me semblent importants, en fait. Sur la question de l'énergie, moi, je pense que il faut prendre le problème sur la satisfaction, effectivement, des besoins humains. Je pense que c'est la première chose à dire, et la première chose à réaffirmer. Quand vous regardez ce que dit l'ONU, en fait, l'ONU fixe comme objectif, au niveau planétaire, une consommation, alors l'unité n'est pas forcément importante, j'ai peur de dire ça, d'autres collègues physiciens, mais de 1,5, on va dire. L'unité, vous tonne équivalent pétrole par an et par habitant. Retenez juste le 1,5 et faites-moi confiance sur l'unité. Aujourd'hui, la moyenne mondiale, on est à 5. Ça veut dire diviser par 3 nos émissions de CO2. Et par ailleurs, il va falloir satisfaire les besoins humains, et on sait qu'il va falloir augmenter, et c'est ce que dit l'ONU aussi, augmenter de 50% nos consommations d'énergie. Donc diminuer notre émission de CO2 et augmenter notre consommation d'énergie si on veut, et ça tous les rapports le prouvent, que dans tous les pays en voie de développement, il y a une corrélation très nette entre la consommation d'énergie et le niveau de vie. C'est-à-dire que oui, vous avez besoin d'énergie pour vous éclairer, pour rendre l'eau potable, pour avoir un peu d'énergie pour vous chauffer, pour cuire, etc., etc.
Donc il y a une corrélation, c'est très net, niveau de vie, là je parle dans des pays en développement, et consommation d'énergie. Alors après, dans les grands pays développés, ça stagne, évidemment, entre la France, qui elle est dans la moyenne mondiale, l'Allemagne qui est 2 fois au-dessus, et les États-Unis qui sont 4 fois au-dessus. Là, bon, le niveau de vie n'est pas corrélé, donc là, c'est des choix industriels qui sont faits ou qui sont mal faits, mais c'est ça. Donc moi, la question de la satisfaction des besoins humains me paraît être la bonne chose, la première chose à dire. Et donc face à ça, quand vous écoutez le GIEC, parce qu'effectivement, il y a une articulation à avoir entre les scientifiques et la politique. Ça, c'est clair que on pourrait en débattre, on peut faire une soirée juste sur ce point-là. Donc, c'est pas aux scientifiques à dire ce qu'il faut faire. C'est pas aux politiques non plus à ignorer ce que disent les scientifiques. Enfin, il y a une articulation à avoir entre les deux. Si vous écoutez ce que vous dit le GIEC, en fait, il vous dit effectivement il faut développer les économies d'énergie. C'est le premier truc à faire. Et donc, économie d'énergie, notamment, isoler les bâtiments, hein, c'est 30% en France. Hein. C'est évidemment développer les transports électriques, dont je parlais tout à l'heure. Hein. C'est la première source de consommation de CO2, enfin de carbone, d'énergie carbonée en France, en fait. Donc, ça, c'est le premier truc, économie d'énergie. Deuxième truc, c'est le développement des énergies renouvelables. Oui, il va falloir développer les énergies renouvelables. Il n'y a pas de solution miracle. Donc, entre autres, il faudra développer les énergies renouvelables. Ça, c'est absolument clair. Ce que vous dit le GIEC aussi, c'est 2 choses. Alors, effectivement, tout le monde parle du nucléaire, mais c'est entre autres développer le nucléaire, mais aussi la captation du CO2. C'est étonnant comme quoi la sensibilité des uns et des autres est différentielle, mais la captation du CO2, malheureusement, aujourd'hui, est une option que le GIEC met clairement sur la table en disant oui, c'est pas la solution miracle, on le sait, mais comme le nucléaire. C'est-à-dire que moi, si je peux me passer du nucléaire, je suis très content. Si je peux passer la captation du CO2, je suis très content aussi. Sauf que là, la question, c'est dans 50 ans, là, on y sera arrivé à réduire le CO2, à diviser par 3 les émissions de CO2 et à augmenter de 50% la consommation d'énergie. On y sera arrivé ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, on a le bouton industriel pour dire ça y est, je mets le paquet là, parce que moi, demain, si je suis député, je vais mettre le paquet sur la question de la transition écologique. Est-ce que si je mets le paquet, c'est maintenant, pour dans 10 ans, c'est tout de suite. C'est le truc, il faut que ça soit opérationnel. Ben oui, ce que vous dit le GIEC, ce que vous dit plein de gens, effectivement, et le GIEC, je pense qu'on ne peut pas les accuser forcément d'être partie prenante au niveau politique, c'est qu'il faut agir sur tous les tableaux. Voilà. Il n'y a pas de solution miracle, il faut rester très modeste. Donc moi, j'entends des gens qui me disent, voilà, on sait la solution, c'est ça. En général, j'ai une petite méfiance. Il n'y a pas de solution miracle. Malheureusement, s'il y en avait une, ne vous inquiétez pas, les capitalistes l'auraient trouvé, l'auraient utilisé. On peut leur faire confiance là-dessus. Hein. S'il y avait un truc, il faut agir sur tout. Donc sur l'énergie, je pense que voilà, il faut viser la satisfaction des besoins humains et en même temps le respect de la nature. C'est toute la difficulté du truc. C'est permettre, moi j'y suis très sensible, permettre le développement humain, permettre de respecter la nature. Et ça, j'en parlais tout à l'heure, mais je reviens là-dessus, je me permets, je suis un peu têtu parfois, c'est la question du service public, la question du long terme. Encore une fois, moi je pense qu'il faut un service public national de l'énergie. Et je vais même aller plus loin, je ne sais pas si je suis dans les fourches codines, excusez-moi, je me permets une petite liberté, mais moi je pense qu'il faudrait même un service public à l'échelle européenne, pour mettre en commun les bonnes pratiques, pour mettre en commun la question de la recherche, pour mettre en commun les questions des avancées technologiques, pour mettre en commun encore un peu plus les réseaux en fait. Donc ça, moi je pense qu'il y a besoin d'intégration et que typiquement, moi je ne crois pas à l'Europe telle qu'on essaye de nous la vendre. Aujourd'hui, je pense qu'elle tue l'idéal européen. Par contre, moi je suis très sensible, comme en recherche par exemple sur l'accélérateur de particules, sur des projets bien concrets. Ça, je pense qu'on peut arriver. Je pense que sur la question énergétique, moi je pense qu'il faut aller plus loin, mais il faut un service public national. Donc moi je suis très sceptique, et même plus que très sceptique. Moi je pense que la question d'une régionalisation, voire d'une territorialisation de l'énergie, c'est manquer la mise en cohérence qu'il faut, et la mise en cohérence globale et la question des services publics. Donc voilà, je le mets sur la table parce que voilà, je ne dis pas que c'est forcément... Enfin, en tout cas, moi c'est ce pourquoi j'aurais envie de me battre, mais c'est soumis au débat, bien sûr. Sur la fiscalité, je vais prendre un exemple. Le diesel. Moi, je pense qu'à terme, il faut supprimer le diesel. Je ne suis pas pour une taxation du diesel, enfin, si vous voulez, sur du court terme, hein, mais moi, je pense qu'à terme, il faut se fixer l'objectif de supprimer le diesel. À terme. Je ne suis pas pour les gens à qui on a vendu que les diesels c'était géniaux, etc., qui l'ont acheté et c'était pas cher pour eux, etc. Bon, ben, de toute façon, leur voiture, dans 4-5 ans, elle ne marchera plus probablement. Donc moi, je suis pour, effectivement, à terme, pouvoir interdire. Et là aussi, ça passe par la loi. Ça passe pas simplement par une fiscalité. Je pense que la fiscalité est intéressante, mais je pense que par la loi, il faut pouvoir interdire des choses et donner des normes.
Par contre, effectivement, moi je pense que la fiscalité, il faut la creuser. Et typiquement sur la taxe carbone, moi je pense que là, il faut aller là-dessus. Parce que je sais très bien que pour le coup, autant le diesel, on peut, je pense, technologiquement s'en passer si on le voulait. Autant sur le CO2, je sais que le carbone, malheureusement, on ne pourra pas se passer du carbone dans un temps court. C'est-à-dire le temps court, excusez-moi, à l'échelle de l'humanité, c'est-à-dire, enfin à l'échelle du réchauffement climatique, c'est-à-dire sur les 50 ans à venir. On ne pourra pas s'en passer. Donc moi je pense qu'effectivement la question de la taxe carbone, il faut la développer en fait. Alors, donc, il y a plein de choses, je laisserai Pierre aussi parler, mais sur la question de la démocratie, moi, effectivement, je suis extrêmement sensible à cette question-là. Je pense que la démocratie, en 1788, on a eu des gens courageux, probablement que des gens devaient leur dire à l'époque, oh, c'est la démocratie, c'est un truc, probablement, ça ne passera pas, les gens ne sont pas éduqués, etc. Enfin, j'imagine tout ce que les gens qui ont conçu toutes les lumières, etc., qui ont parlé démocratie, les gens qui se sont battus, les gens qui ont théorisé ça, j'imagine toutes les oppositions qu'il devait y avoir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut franchir le même pas qui a été fait en 1788 pour la démocratie dans les champs politiques, il faut le faire dans l'économie. Et dans l'économie, c'est tout, en fait, effectivement. Et c'est, entre autres, bien évidemment, la question de l'agriculture, en fait. Ça, c'est absolument clair. La question de la maîtrise, que les gens, la population, puisse avoir la maîtrise de ce qui est fait collectivement, moi, ça me paraît absolument incontournable. Donc moi, je pense qu'effectivement, sur ça, mais comme sur le reste, ce dont je parlais tout à l'heure, le développement des bus électriques, le développement des transports en commun, etc., il faut imposer, il faut faire rentrer la démocratie dans le champ de l'économie. Et donc, après, ça passe par des choses concrètes, et je termine là-dessus, parce qu'effectivement, il faut allier la visée, je pense que ça, c'est le propre de notre famille, c'est avoir une visée et la mettre concrètement aussi en application. Nous, un des sujets que moi j'aurais envie de développer, concrètement aussi, c'est... certains députés, c'est un député de la nation qui agit pour la nation, mais il peut aussi agir en local, c'est le développement des halles alimentaires. Lorraine en avait parlé tout à l'heure, mais moi je pense qu'effectivement c'est extrêmement important. Développer les circuits courts, développer l'agriculture paysanne, l'agriculture bio, la favoriser le fait qu'on puisse acheter. Et moi, il y a quelque chose qui, effectivement, vous l'avez remarqué, effectivement, on fait jouer aux gens le jeu de la concurrence, d'acheter moins cher et d'acheter des aliments qui se révèlent de mauvaise qualité, mais en disant c'est pas cher. Mais je trouve ça complètement aberrant quand on y réfléchit. Au nom de quoi, en fait, on estime que, bah oui, vous avez acheté votre tomate moins chère, bah, vous plaignez pas, elle serait polluée. Ça me semble être quelque chose, la qualité, avoir une alimentation saine, ça doit être non négociable. À la rigueur, que certains aient du caviar haut de gamme ou autre, on peut en discuter. Moi, je suis à la rigueur, je suis pour le caviar pour tous, mais ça, c'est autre chose. Mais la question... la question... Non, mais une fois dans sa vie, je sais pas, un jour, mais c'est pas ça la question. Mais la question, en tout cas, de dire il faut une alimentation saine, ça, c'est non négociable. L'alimentation doit être... Et donc, il faut le favoriser. Et donc, effectivement, ça suppose de passer, d'avoir des choses concrètes. Et donc, les halles alimentaires, vous le savez, c'est permettre l'approvisionnement dans les centres-villes en produits intéressants, d'un produit sain, et surtout accessible économiquement. Parce qu'aujourd'hui, moi aussi, ça m'arrive de temps en temps d'aller dans des magasins où effectivement c'est bio, etc., mais où c'est extrêmement cher et tous les budgets ne peuvent pas se le permettre. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal que les gens aient à faire des choix économiques en disant, ben voilà, j'ai pas l'argent, donc je vais acheter des trucs pollués. Donc voilà, donc je conclue là-dessus. Il y a besoin d'une visée de long terme et de choses bien concrètes pour les réaliser. Plusieurs choses. D'une part, sur le système productiviste. Effectivement, notre visée n'est pas de considérer que la production en soi, parce qu'elle serait de masse, etc., serait une bonne chose et une manière de développer les sociétés. Notre vision n'est pas celle-là. Notre vision est de produire bien ce qui est nécessaire pour que les gens vivent dignement et dans de bonnes conditions et ensemble sur la planète. Donc nous n'opposons pas, nous considérons que la question productive est très importante. C'est vrai qu'il faut produire des choses de qualité et en produire sûrement à l'échelle de la planète en plus grand nombre qu'on en produit aujourd'hui, mais probablement pas ce qu'on produit aujourd'hui. Il y a des choses qu'on produit qu'il faut cesser de produire et qu'on produit mal et qu'il faut cesser de produire. Il y a des choses qu'on ne produit pas assez à l'échelle de la planète. Alors concrètement, par exemple, l'agriculture productiviste intensive telle qu'elle a été développée est effectivement, il faut inverser cette donne-là. On continue de détruire dans le monde entier des agricultures vivrières nécessaires et on remplace ces agricultures vivrières
par des immenses productions intensives qui vont souvent de pair d'ailleurs avec la privatisation massive des terres aujourd'hui, et qui sont catastrophiques au plan écologique, mais catastrophiques au plan humain, social, au plan aussi de ce que ça produit comme catastrophe naturelle, parce qu'on détruit des territoires, on détruit des forêts, etc. Donc il y a beaucoup effectivement de choses à changer là-dessus, et je pense qu'aujourd'hui, à l'échelle de la France et à l'échelle de l'Europe et du monde, les forces qui sont les nôtres, enfin les communistes, ou ceux qui travaillent dans notre tradition et dans notre idée, et les écologistes ont beaucoup de batailles à mener ensemble sur ces questions, et ils en mènent beaucoup dans beaucoup de pays du monde. Et à ce propos d'ailleurs, puisque je parle d'agriculture, effectivement il y a des choses à changer immédiatement. Il faut changer des choses fortes dans la politique agricole commune et dans la manière dont on subventionne très mal l'agriculture aujourd'hui, parce qu'effectivement on sait qu'on pousse les gens à produire dans de mauvaises conditions, tandis qu'on n'aide pas effectivement les agriculteurs à vivre avec des prix rémunérateurs. Nous avons déposé plusieurs projets de loi sur les prix rémunérateurs pour l'agriculture, au détriment, parce que on dit qu'il faut augmenter le prix, mais ce n'est pas forcément le prix du consommateur, parce que les marges réalisées par la grande distribution sont considérables. Je cite en ce moment dans tous mes meetings, parce que j'aime lui faire de la publicité, parce on a publié le hit parade des grandes fortunes françaises il n'y a pas très longtemps. Il y a un homme qui a fait son entrée dans le hit parade des grandes fortunes françaises, qui s'appelle Emmanuel Besnier, 10 milliards et demi d'euros de patrimoine. Il a doublé sa fortune dans les 7 dernières années, c'est le PDG de Lactalis. Voilà. Donc on peut augmenter le prix du lait de plusieurs centimes d'euros, alors qu'ils n'arrivent même pas à l'obtenir, les agriculteurs qui produisent du lait, et taper un peu dans la caisse d'Emmanuel Besnier sans augmenter le prix du lait vendu et d'ailleurs, quand on... Donc, il y a effectivement des gens, singulièrement dans le monde de l'agroalimentaire, de l'agro-business, qui se nourrissent beaucoup et de la misère des agriculteurs et au détriment de la qualité et des prix pour les consommateurs. Donc il y a beaucoup de choses à changer pour recréer effectivement ce qu'on appelle des circuits courts, qui ne sont pas forcément d'ailleurs seulement l'idée qu'on va produire dans son jardin pour les personnes qui sont autour. Les circuits courts, c'est court-circuiter les intermédiaires qui se goinfrent sur et les agriculteurs et les consommateurs pour produire de manière industrielle, pas seulement des produits, mais pour produire de manière industrielle du profit et continuer à grossir. Donc, et là-dessus, effectivement, il y a beaucoup d'expériences intéressantes. Il y a un de nos candidats qui a peut-être une chance d'être élu député, qui s'appelle Jean-Paul Dufrègne. Quand il était candidat communiste dans l'Allier, quand il était président du conseil départemental de l'Allier, a lancé un programme qui s'est interrompu depuis parce que la droite a repris la majorité de ce département, de détriment, mais qui a lancé un programme qui s'appelait 100% de produits de l'Allier dans les cantines scolaires, et qui était programmé pour réussir, et qui avait été entamé, etc. Et il avait, alors, évidemment, dans un département agricole, parce que c'est quand même aussi un problème. Si en Ile-de-France, on veut nourrir tout le monde avec les productions de l'Ile-de-France, il faut déjà reconstruire, par exemple, du maraîchage en Ile-de-France, qu'on a éradiqué d'Ile-de-France. Et évidemment, on nourrira pas les enfants de toutes les écoles d'Ile-de-France. Au Conseil régional d'Ile-de-France, il y a des efforts qui ont été faits du temps de la gauche, avec d'ailleurs une vice-présidente, quand moi j'étais au Conseil régional de France, écologiste sur cette question. Mais évidemment, on bute dans l'état actuel des choses sur le fait qu'on a aussi, donc par exemple, on s'est aperçu, pas seulement en Ile-de-France mais ailleurs, qu'il faut préserver les surfaces agricoles, interdire leur urbanisation, etc., singulièrement dans une région comme Ile-de-France. Donc je pense que sur tout ça, il y a beaucoup de batailles à mener ensemble. Et sur le système productiviste industriel, il y a des batailles concrètes. Moi, je pense qu'il y a des choses à dire sur l'obsolescence programmée des produits. Nous vivons dans une industrie qui organise l'obsolescence programmée de tout un tas de produits contre des produits de qualité à plus longue vie,
qui nécessiterait aussi une petite industrie de la réparation qu'on a complètement éradiquée, alors qu'on oblige les gens à jeter, donc on a d'énormes problèmes de recyclage de déchets. Donc il faut par exemple intervenir sur construire une industrie moins productrice de déchets. On produit beaucoup trop de déchets et à la vitesse à laquelle on en produit aujourd'hui, si on continue pendant un siècle à faire comme ça, on va avoir de très très sérieux problèmes, même en inventant beaucoup de solutions de recyclage. Donc on peut produire plus intelligemment, en consommant moins d'énergie et en construisant des produits qui sont plus durables, pensés plus intelligemment, qu'on peut recycler différemment, etc. Tout ça doit être... Et pour le faire, je pense que les écologistes et les communistes, qui ont chacun leur tradition, ont beaucoup de travail à faire ensemble. Parce que la culture industrielle et productive, qui a été la nôtre, et celle des écologistes qui ont beaucoup apporté à la conscience sur ces questions, peuvent, je pense, se parler intelligemment. Les ouvriers, et notamment les communistes, n'ont pas toujours été, et ne sont pas, contrairement à ce que souvent on dit, d'affreux productivistes. Les problèmes de santé au travail ont été historiquement portés par les luttes ouvrières. Dans les usines, on se préoccupait, parce que les ouvriers sont les premières victimes aussi de ça, se sont toujours préoccupés de ces questions-là. Et donc l'idée que les ouvriers se foutent de ce qu'on produit du moment qu'ils produisent parce que ça leur donne du boulot, c'est une idée totalement fausse. Qui va discuter dans les usines avec le monde ouvrier la qualité du travail, la qualité des conditions de travail, les questions d'environnement ont toujours été des questions très posées contre le patronat. Contre le patronat qui, lui, et d'ailleurs, par exemple, dans la loi Macron, on va avoir à discuter de ça, dans la fusion des institutions représentatives du personnel, on va supprimer tous les CHSCT. Tous les CHSCT vont disparaître dans la fusion des IRP qui est prévue dans les ordonnances Macron. Je pense qu'on a des batailles à mener importantes là-dessus ensemble. Donc je pense qu'il y a des choses. La fiscalité écologique, oui, la fiscalité est un moyen d'orienter les politiques publiques, c'est un moyen d'orienter... Donc il faut favoriser des choses qu'on veut développer et pénaliser des choses qu'on veut freiner. La fiscalité peut servir effectivement à ça. Et donc elle a une vocation sociale, écologique, etc. Donc l'abandon de l'écotaxe dans les conditions où ça a été fait était une très mauvaise chose, effectivement. Même si l'écotaxe n'avait pas été forcément génialement pensé et qu'on n'était pas obligé d'en confier la mise en œuvre à une société privée qui s'est goinfrée à l'aller et au retour, c'est-à-dire quand on a créé l'écotaxe et quand on l'a démantelé. Donc il y a des choses aberrantes qui ont été faites. Mais, par exemple, taxer dans un premier temps la circulation massive du fret routier de marchandises, oui, c'est quelque chose qu'il faut regarder pour des raisons de pollution, tout ça. Mais il y a d'autres choses aussi qui ne sont pas que la fiscalité. Par exemple, nous, Sarkozy a privatisé les autoroutes avec des concessions aux concessionnaires privés qui sont ultra avantageuses. Je rappelle quand même que si on va au bout des concessions privées sans renationaliser les autoroutes d'ici là, à la fin de ces concessions privées, c'est-à-dire au-delà des années 2020, les concessionnaires privés auront engrangé, chiffre officiel, il y a eu plusieurs rapports comme ça, auront engrangé 32 milliards de bénéfices. 32 milliards de bénéfices de dividendes des concessionnaires privés des autoroutes entre la privatisation de Sarkozy et la fin des concessions privées. Il serait plus intelligent, on a déposé un projet de loi qui malheureusement a été rejeté au Sénat sur ça, voté par nous, voté par les écologistes au Sénat, mais pas beaucoup d'autres monde. Je crois quelques socialistes égarés, si je me souviens bien, et encore. Il faut renationaliser les autoroutes, parce qu'au moins ce pognon-là peut être mutualisé, justement, y compris pour, non pas, mais pour développer et investir dans d'autres modes de transport, voilà, et financer, par exemple, la modernisation du transport ferroviaire dont on a besoin, plutôt que de continuer à laisser la SNCF dans la situation d'endettement dans laquelle elle est. Sociale et démocratique a été massivement mise en cause, notamment à EDF, parce que il y avait un contrôle social plus puissant dans la construction du nucléaire français. Aujourd'hui, c'est massivement mis en cause, comme c'est mis en cause dans d'autres entreprises.
Et on met en cause très massivement le service public et ses logiques dans ce secteur-là comme dans d'autres secteurs. Et je ne crois pas, par exemple, ça peut être un débat entre deux écologistes, faut-il détruire EDF ou faut-il au contraire reconstruire, comme nous on le propose dans une projet de loi, ce qu'on appelle France Énergie. On dit pas de, vous avez dit pas de monopole, c'est un débat ça par exemple, parce que l'énergie est une énergie, il y a un problème de réseau. Dans les énergies de réseau, la question de savoir si la concurrence est plus efficace ou la petite production décentralisée est plus efficace que le réseau monopolistique, ça se débat quand même. Ça se débat sérieusement. En termes d'efficacité, c'est vrai dans le ferroviaire. Dans le ferroviaire, on va vers la concurrence sur l'exploitation des lignes. Est-ce que c'est cohérent? Moi, je ne suis pas sûr du tout, parce que on va vers des gâchis probablement considérables et des problèmes de sécurité considérables. Donc la concurrence en matière énergétique, ça pose plein de problèmes. Donc il y a un problème de réseau qui est sérieux. Et donc c'est pas parce que... Et ça, moi j'aimerais, je rêve du jour où on aura entre écologistes et communistes un débat sérieux là-dessus, et pas un débat où on se jette des caricatures à la figure. Nous ne sommes pas pour... Nous n'avons jamais été pour le tout nucléaire. Jamais. Ça n'a jamais été la politique du Parti communiste. Et... nous ne sommes pas accrochés à une technologie, nous ne sacralisons pas une technologie. Nous disons qu'il faut trouver un système qui soit efficace. Donc il y a un débat là-dessus, et je pense que c'est le moment de l'avoir. Ce que je disais sur le temps, c'est pas le long terme pour dire il faut repousser les décisions. C'est que moi j'ai conscience que nous sommes dans un temps où nous sommes obligés de prendre des décisions pour l'urgence et des décisions qui nous engagent sur le long terme. C'est-à-dire savoir ce qu'on fait maintenant. Effectivement, ça a des conséquences pour les 50 ans à venir. Comme quand on a construit, quand De Gaulle et les communistes, c'est vrai, on était favorables à construire le nucléaire et les barrages hydroélectriques pour... voilà, ils ont engagé un programme sur 50 ans. Donc aujourd'hui, on a des choix à faire qui sont des choix de long terme. Voilà. Et nucléaire, il y a un autre débat. Et là, ça rejoint le débat sur la transition énergétique. C'est est-ce que le nucléaire est la solution au problème mondial? C'est-à-dire face aux défis énormes de... Est-ce que c'est par le nucléaire qu'on va répondre à ça? Et là, il y a des choses, et là aussi, on pourrait avoir des débats plus ou moins caricaturaux. Parce que nous ne sommes pas du tout, par exemple, pour la politique qui va être prônée par Macron, qui est une politique qui vise à transformer, en gros, l'atout nucléaire français en un atout industriel tourné vers, tourné vers l'exportation, mais de manière très capitalistique. Et par exemple, nous sommes contre la construction, ce qui est en train de se passer sur les EPR en Grande-Bretagne. Et les syndicats d'EDF sont contre. Parce que tout cela va se faire au profit d'une logique qui n'est plus la logique de couverture et de souveraineté de nos besoins énergétiques, mais une logique d'aller conquérir des marchés avec des critères qui peuvent devenir très problématiques. Autant pour la sécurité que tout ça. Donc moi, je pense qu'on a besoin d'avoir un débat qui soit un débat, je dirais... un débat où on s'échange des vrais arguments là-dessus et pas des caricatures d'arguments. Et je pense qu'on est dans un moment où, je pense, tout le monde peut y être prêt et essayer d'aller vers des solutions. Et c'est vrai qu'on a là-dessus des débats, par exemple, sur... J'élargis à des questions qui touchent à des problèmes énergétiques et tout ça. On a un débat entre nous, par exemple, sur les grands projets dits inutiles. Nous, notre vision des choses, c'est que nous ne sommes pas pour tous les grands projets. Il y a des grands projets nécessaires et il y a des grands projets inutiles. Donc, nous, on est pour regarder ces grands projets et il y en a en Europa-City, dans la mobilisation contre Europa-City, qui est un projet complètement aberrant au détriment des terres agricoles, pour un projet qui est un projet commercial, ultra rentable et tout ça, aucun intérêt. Bon, par contre, on sait qu'on a un débat entre nous sur les lignes de fret ferroviaire du Lyon-Turin. Est-ce qu'il est faux ou est-ce qu'il est faux pas?
Bon, donc il faut qu'on aborde ces débats-là comme des débats où on ne se jette pas des caricatures à la figure pour entrer dans ces débats-là. Mais je pense, avec une recherche qui est commune à mes yeux, qui est ce que disait Lorraine tout à l'heure, c'est que le fond de tout, pour moi, c'est effectivement changer de paradigme. Et là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, nos forces et les grands courants écologistes qui travaillent convergent sur cette idée que le 21e siècle, c'est celui où, en termes de modèle de développement, on doit changer de paradigme. Parce qu'on a vu quelque chose. Et effectivement, il faut qu'on invente, dans le 21e siècle, un autre modèle de développement. Mais dans ce modèle de développement, il y a de la place sur certaines questions pour des débats sans les caricaturer.